je suis très heureux de pouvoir voilà, communiquer devant vous aujourd'hui sur un sujet effectivement qui est très proche de ce que j'ai pu faire pendant ma thèse. Très heureux de poursuivre et de pouvoir discuter d'échanges qu'il y a eu très riches, que j'ai trouvé très riches pour ma part au cours de ces 2 jours. Je vous remercie tous pour voilà, pour la qualité de ces échanges. Et donc effectivement, je vais m'attacher à essayer de faire dialoguer des pratiques pédagogiques et puis un regard outillé du point de vue de l'élève. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, le point de vue de l'engagement de l'élève, ce n'est pas à entendre comme le point de vue des élèves, l'avis des élèves sur les situations que peut proposer un enseignant, mais c'est bien le point de vue tel qu'il est reconstruit par le chercheur. C'est le chercheur qui reconstruit l'expérience de l'élève et on va essayer de voir si les options prises par les enseignants en termes d'enchaînement de tâches, enchaînement de leçons, eh bien, se vérifient quand on s'intéresse à l'expérience qui a été réellement vécue par les élèves. Un petit mot sur la façon dont il faut appréhender les études empiriques sur lesquelles je vais m'appuyer. Il ne faut surtout pas les voir comme ayant une valeur prescriptive. D'accord ? Je pense que ce n'est pas le rôle du chercheur de prescrire des bonnes solutions, et puis ce n'est pas l'attente d'un prof d'attendre du chercheur qui lui dise ce qu'il y a à faire. Je pense que celui qui crée en situation, dans l'urgence des situations, avec des élèves, c'est avant tout le prof. Et le chercheur, il peut amener des données pour aider à reconnaître des actions efficaces ou non. Mais je pense que s'il n'y a pas de nouveau sur le terrain, sur l'enseignement, le chercheur, de toute façon, n'apportera rien de nouveau. Je crois qu'il y a vraiment à travailler, ça a été un des enjeux d'un atelier qu'on proposait avec Cyril, sur une relation organique entre recherche et enseignement, parce que si on veut que la recherche apporte pour l'enseignement, il faut être attentif à ce qui se peut se faire, aux innovations aussi sur le terrain. Et là, dans ce cadre-là, ça a été une belle preuve du dynamisme de la profession au cours de ces 2 jours. Voilà, plein de force d'appel pour aller enquêter sur ce qui se joue. Alors je vous propose 4 temps dans l'exposé. Un temps où je vais rentrer plutôt par des exemples de modèles de séquences, des modèles de leçons qui ont pour but de favoriser une continuité d'expérience des élèves et qui semblent fonctionner et qui ne seront pas forcément différents de ce que je proposerai à la fin. D'accord ? J'ai pas la prétention de proposer des choses nouvelles, mais peut-être de donner une certaine caution ou de discuter certaines propositions. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un petit détour par ce que peuvent nous apporter certaines recherches qui portent sur l'expérience des élèves et qui pointent l'intérêt effectivement de penser les leçons, les séquences en termes d'expérience et plus précisément en termes d'engagement de l'élève. On ira dans un troisième temps un petit peu plus loin sur cet engagement en s'apercevant que cet engagement, quand on le piste dans le temps, il prend une forme assez typique qui s'apparente étrangement à des histoires et ça nous amènera dans un dernier temps, à esquisser modestement une pédagogie des histoires. Même si je rentre par le point de vue de l'élève, je veux pas qu'il y ait de malentendus, je pense qu'il ne faut pas le mettre en opposition avec les propositions de l'enseignant. Il y a surtout à sortir de ce conflit entre les deux. C'est l'enseignant propose des contenus, va proposer des dispositifs, sauf que je propose de mettre un petit peu en suspens l'hypothèse selon laquelle le parcours de formation proposé par l'enseignant, va recouvrir les cheminements des élèves. D'accord ? Je pense que ça mérite qu'on mette un petit peu en intrigue l'expérience des élèves avant de conclure trop vite en l'efficacité des dispositifs qu'on propose. Alors, pour que tous les élèves apprennent, le titre de cette biennale, les enseignants organisent leurs leçons, les parcours de formation, les séquences, les leçons, autour de principes de continuité. Ils ont pour ambition que lorsque les élèves apprennent dans une tâche, ils en retirent des choses pour pouvoir les remobiliser ailleurs. Sauf que quand on regarde la réalité de l'expérience des élèves, il n'est pas si évident que ce qui est logique du point de vue didactique de la part de l'enseignant soit aussi logique du point de vue des élèves. Il n'est pas dit que la continuité didactique se traduisent par une continuité d'expérience par les élèves. Il y a des exemples devenus classiques. Je reprends des exemples qui ont été développés en volet notamment.
Ce n'est pas parce que les élèves vont réussir à réaliser 3 touches de balle en volley sur une situation coopérative que quand on va les remettre en situation de match à la fin, eh bien ça va fonctionner. On a des tentatives qui visent à inverser un peu les choses. On rentre par le match, on propose des ateliers, on revient sur le match. Ça semble plus proche, plus cohérent avec ce que les élèves vivent, mais encore faut-il être prudent. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des dispositifs qui nous semblent pourtant bien fonctionner, mais qui ne produisent pas les effets escomptés en termes de continuité d'expérience. Alors, une des difficultés, je pense, qu'on a dans notre métier, c'est de penser les leçons, les séquences dans des tableaux avec des lignes. Et je pense que si on a fait bien progresser la réflexion sur le fait que ce ne soit pas un chronomètre qui guide le passage d'une tâche à l'autre, d'une leçon à l'autre, j'ai pas pu assister, mais je pense que c'est un des points de vue qui a été défendu par Perrine et Lucas, qui est de proposer plutôt des passages obligés, peu importe le moment où les élèves vont y passer, mais ce sont plutôt des indicateurs de transformation qui nous font passer d'une tâche à l'autre. Ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits dans ce sens-là, d'efforts qui se sont faits dans ce sens-là. Ce qui me semble plus implicite, c'est le passage d'une ligne à l'autre. C'est-à-dire que souvent, je pense que les lignes qui sont tracées entre les tâches peuvent facilement se traduire par des ruptures d'expérience, des discontinuités d'expérience du point de vue des élèves. Alors, j'ai mis des petites bulles à chaque fois, c'est pour penser à faire des liens, parce que j'ai essayé aussi de m'inscrire en continuité, de faire un petit peu à écho à des propositions qui ont été faites au cours de cette biennale, pour essayer de mieux de proposer des structures de leçons qui répondent mieux à ce que vivent les élèves. Eh bien, il y a classiquement plusieurs modèles de leçons qu'on retrouve dans la littérature. Un premier modèle, c'est l'idée d'inverser les tâches. On voit encore ce matin, Gaëtan Lecor proposait de rentrer par le match à thème pour que tout de suite le thème de la leçon, ce soit une réponse à des questions que les élèves vont se poser dès le début et non pas simplement une réponse à des questions que se pose le prof. Donc on inverse les tâches dans le but de créer de la continuité entre les tâches de la leçon. Un autre modèle, celui qu'on entend assez souvent, c'est le modèle des grandes boucles et des petites boucles. Donc on essaye de proposer des dérivations, des tâches aménagées, mais qui puissent se connecter avec des formes de pratiques scolaires pour que on accompagne l'élève à réinvestir ce qu'il a appris dans la grande boucle. Mais attention, il suffit pas de dire petite boucle, grande boucle pour que ça marche. D'accord ? Là, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Ça mérite d'être questionné, parce que tout dépend de la petite boucle et de la grande boucle, tout dépend de la nature des tâches. Et il suffit pas de le dire pour que ça se traduise comme ça pour les élèves. Je pense à un autre point dont il était question ce matin. Il suffit pas non plus de dire fil rouge, fil bleu, pour que ça devienne un fil rouge pour l'élève. Donc il faut faire attention à peut-être certains allants de soi, où ce qui est allant de soi, c'est le passage de ce que pense l'enseignant à ce que va vivre l'élève. Donc attention à ça, ça fonctionne, mais sans non plus dénaturer le modèle de départ, quoi. Autre modèle de leçon qui fonctionne assez bien, c'est un modèle de leçon un petit peu de type poupée russe, où on commence par une tâche qui est vraiment le noyau dur. On va commencer par une tâche de rupture de l'alignement sur une tâche de taureau en ultimate, et puis ce triangle qu'on va mettre en place, eh bien on va l'introduire dans du match, et puis le triangle il va devenir imaginaire, transparent. Et l'idée c'est de partir de ce qui nous semble le noyau dur, les fondamentaux, pour créer du lien. On évite de trop changer, de trop zapper d'une tâche à l'autre. On fait évoluer la tâche en la complexifiant tout au long de la leçon. Et puis un autre modèle qu'on peut emprunter au Teaching Game for Understanding, au programme sur les jeux pour comprendre et apprendre, qui propose des leçons où on essaye d'avoir un même but tout au long de la leçon. C'est-à-dire que si à un moment donné on doit créer un aménagement, si on doit travailler avec une vitesse réduite, si on doit travailler sur un terrain plus petit ou plus grand, eh bien on ne change pas néanmoins le but du jeu, qui doit rester, si on est dans le champ 4, qui doit être de remporter une victoire, de gagner la rencontre. C'était un des enjeux, je pense, je l'ai vu un petit peu comme ça dans la présentation de Benjamin Le Gall,
sur l'idée de, quand on est dans des sports dans des sports de combat, pardon, on était en boxe française, de faire attention à pas naviguer entre confrontation, coopération, confrontation, mais plutôt de faire évoluer quand même cette confrontation, de toujours conserver une dose de confrontation pour pas qu'il y ait de rupture d'expérience dans la leçon. Voilà. Alors, ces mêmes difficultés, on va les retrouver dans la construction des séquences. Ce qui est logique du point de vue du prof dans la construction de la séquence, ce qui semble être une continuité, une progressivité. Là, je vous ai mis un exemple type qu'on propose tous, qui se tient du point de vue de l'enseignant, d'évolution en gym. Donc, on découvre les éléments gymniques, puis on travaille sur les rotations avant, rotation arrière, le renversement. Et puis après, on va commencer à lier deux éléments, puis après, on va aller sur l'enchaînement complet. On va le mémoriser, on va être évalué sur cet enchaînement. D'accord, c'est la structure assez classique qu'on peut retrouver sur des propositions, qui s'entend, mais qui néanmoins, là encore, si elle est logique du point de vue de l'enseignant, elle n'est pas toujours logique du point de vue de l'élève qui ne sait pas trop ce qui l'attend. Il a du mal à avoir une vue sur ce qui va lui être proposé à la fin de la séquence. Et donc la continuité didactique, la logique didactique, elle rencontre difficilement là la continuité d'expérience. Alors là aussi, plusieurs modèles qui sont proposés pour essayer de créer ce lien entre les leçons. Vous avez tout ce qui va consister à prendre, organiser la séquence sous une forme de saison, avec notamment, alors je crois qu'on a eu des exemples sur des clubs qui sont constitués dès le début de la séquence. Et puis ces équipes, elles sont stables, d'une leçon à l'autre, on les retrouve, il y a des temps forts, et puis le but, c'est quand même la fin de la séquence où on va avoir un grand tournoi. Ça, je pense que c'est de nature à créer du lien. Dans le même ordre d'idée, il me semble, j'ai pas pu y assister, c'était Nicolas Chevalier, je crois, qui proposait un temps fort autour de l'ascension d'un sommet, qui, lorsque les élèves ont pris conscience de ce temps fort, de cet événement qui les attend, eh bien, effectivement, ça va être de nature à créer du lien, ça va les engager dans une histoire, j'anticipe un peu sur la notion, mais sur quelque chose qui va relier chacune des leçons. D'autres propositions consistent aussi, quand on regarde un petit peu ce qui se fait, à avoir des planifications qui sont contre-intuitives. C'est-à-dire que ce qui semble logique du point de vue du prof, quand on découpe par exemple de façon chronologique une action, ce n'est pas toujours logique en termes d'apprentissage. Des fois, il faut commencer par la fin et non pas commencer par le début. Alors plusieurs exemples. Je vous donne un exemple par exemple en escalade. Commencer à assurer la montée pour après assurer la descente, c'est une logique simplement chronologique. Mais quand on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe chez les élèves, il y en a qui vont pas vouloir monter tant qu'ils ne savent pas ce qui les attend pendant la descente. Et donc il y a plein d'activités comme ça où on devrait commencer par la descente, par la fin, par la réception, pour éviter des blocages, pour remonter à l'envers, à rebours, sur des objectifs qui, dans l'action, précèdent en fait. Donc là, je pense que comprendre ce qui se passe dans l'assurage de la descente, sur des petits ateliers, je suis en bas du mur, je me laisse descendre, avant de m'engager dans une ascension, ça me paraît plus logique que l'inverse. Un autre exemple, alors j'espère pas vous redonner la nausée pour ceux qui ont déjà eu le droit à mes vidéos de kayak, c'est en kayak de mer. Le parti pris qu'on a pris avec un collègue depuis 10 ans sur une classe kayak arctique, c'est de se dire, en EPS, on a quand même un espace de liberté pour s'émanciper des progressions fédérales qui nous marquent de toute façon. On a des progressions en tête, mais ces progressions, ce ne sont pas forcément les plus efficaces du point de vue de l'apprentissage. Et ce qu'on s'était dit, par exemple, en kayak, c'est l'esquimotage qui est le Graal du bon kayakiste. Il faut que je franchisse toutes les pagaies pour avoir le droit d'apprendre à esquimoter. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par ça avec nos élèves? Et donc l'idée, c'est dès la première leçon, eh bien, on propose aux élèves, je vais essayer, voilà, aux élèves je reviens en arrière. Voilà. On propose aux élèves de faire un certain nombre de petits exercices de rotation en étant allongé, en étant en fermeture, et puis après en prenant un bidon pour vivre déjà ce que c'est qu'un esquimotage.
Alors j'y reviendrai tout à l'heure, l'idée c'est de leur faire goûter au plaisir d'esquimoter assez vite dans des conditions aménagées, et puis après de supprimer un petit peu ces aides pour qu'ils aient envie aussi d'esquimoter sans ces gros bidons, et puis qu'ils remplacent ça par une pagaie, voire qu'ils remplacent ça simplement par leur corps. Mais là, quand on reprend ces élèves après troisième, quatrième leçon, qu'on commence vraiment à pagayer, eh bien ce sont des élèves qui vont avoir moins peur de prendre des risques, qui vont oser commencer à faire gîter le kayak, alors que bien souvent, toute la progression, elle est parasitée par le fait d'avoir peur de se renverser. Et donc, si on arrive à prendre notre distance par rapport à certaines progressions fédérales, c'est tout à fait possible de changer un petit peu cet ordre des choses et d'avoir une planification plus en phase, je pense, avec l'expérience des élèves. Alors, ce qui caractérise tout ça, vous le voyez, c'est de penser les leçons non pas comme une succession d'objectifs qui vont s'agglomérer à la fin pour donner lieu à une compétence qu'on va valider dans une situation finale, dans une forme de pratique, mais de penser plutôt la séquence ou la leçon comme un cours d'expérience ou un cours de vie qui connecte les expériences, qui ne suppose pas que ces connexions se font d'emblée par les élèves. Voilà, sur le premier point. Alors, je passe sur un deuxième temps qui est de montrer que finalement cette sensibilité qu'on a en tant qu'enseignant à penser les séquences et les leçons, je ne crois pas être le seul, d'après ce que j'ai entendu, du point de vue des élèves, ça rencontre quand même un certain nombre de résultats qu'on a pu obtenir dans le cadre d'études empiriques. Alors je m'appuie sur une étude effectivement que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse auprès d'élèves de seconde en escalade sur 8 leçons. J'avais suivi 6 élèves et puis j'ai essayé de reconstruire leur expérience sur toute la séquence pour voir si il y avait des continuités, des discontinuités. Est-ce que ce qu'ils apprenaient dans un dispositif, ça se vérifiait ailleurs, etc. Donc là, je vais passer un peu vite, mais c'est une étude que vous pouvez retrouver alors soit dans la thèse que je mets en libre accès sur mon blog, je pourrais vous redonner après les références, ou alors dans un article de la revue STAPS 113 en 2016, ou dans un dossier éducation et francophonie, sur laquelle on a essayé avec Jacques Sori et Carole Sève de définir ce qu'était une approche inactive des compétences, et dans lequel vous retrouverez aussi l'article de Bernard Ray sur l'approche qu'il a proposée de la construction des compétences. Alors, dans cette étude, l'idée est de reconstruire, je vous le disais, l'expérience des élèves. Et comment on reconstruit l'expérience des élèves? Là, je fais référence à des petites choses qu'on a pu dire en atelier. On recueille des traces audio-vidéo sur le moment. Et puis, on propose aux élèves, par exemple, des entretiens d'autoconfrontation. Donc là, je pense qu'entre les ateliers de Léa, d'Aline, de Magali, ce qu'on a pu proposer avec Cyril, vous êtes fait un peu une idée de ce que ça pouvait être un entretien d'autoconfrontation. Et donc, on va recueillir des données qui vont nous permettre après de reconstruire, c'est nous qui allons reconstruire ce qui est probablement le cours d'expérience de l'élève. Je fais un tout petit détour théorique, mais ça ne durera pas trop longtemps, mais c'est pour essayer de donner un peu de sens aux connaissances que je vais essayer d'apporter après. Alors, comment ça se passe quand on reconstruit un cours d'expérience? Eh bien, par hypothèse, on considère que l'expérience, c'est une succession d'unités d'expérience, d'unités significatives. Et puis, chaque unité significative, eh bien, elle agglomère, elle agrège 6 grandes catégories. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on peut renseigner 6 grandes catégories d'expérience. Je ne vais pas rentrer dans les 6, mais simplement, je vais m'attarder sur 2 d'entre elles qui sont importantes sur le thème aujourd'hui. C'est la notion d'engagement et la notion de référentiel. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il est possible, sur une action, là, on voit un élève qui est en train d'être auto-confronté à une situation où il guide une partenaire, il guide Anaïs, et il lui dit de faire une pause. Et il raconte pourquoi il lui demande de faire une pause. Eh bien, sur ce genre d'unité significative, eh bien, on va pouvoir enseigner l'engagement qui est entendu comme les préoccupations de l'élève ou les occupations. Les préoccupations, c'est du type moi, ce qui me préoccupe en EPS, c'est de relever des défis valorisants, parce que l'EPS, c'est une façon pour moi d'exister dans la classe. Et puis l'occupation, c'est plus concret. D'accord, j'emprunte ce terme à Dewey, l'occupation, c'est l'horizon d'attente concret, les attentes pratiques de l'élève, les intérêts pratiques de l'élève, du type réussir la voie orange avant la fin de la leçon, ou réussir le défi qui a été proposé par le prof d'aller en haut d'une voie avec un sac accroché derrière soi.
D'accord? Donc à chaque instant, on peut renseigner cet engagement en termes de préoccupation et d'occupation. Et à chaque instant, on peut renseigner aussi le référentiel. Le référentiel, ce sont les connaissances mobilisées en action. Et donc, ces connaissances, elles sont entendues comme des expériences types ou expériences exemplaires qui, à un moment donné, aident à reconnaître une situation familière et à anticiper l'efficacité de certaines actions dans cette situation. Par exemple, ici, Alexandre avait vécu une situation exemplaire qui était de franchir le toit du mur. Et il avait trouvé comme stratégie, eh bien, pour pouvoir franchir le toit, eh bien, je fais une pause avant. Je fais une pause, 3 secondes, je me chauffe et j'y vais. Et puis, une leçon après, on retrouve Alexandre avec Anaïs, qui est en rôle de coach, spontanément, hein, et qui dit à Anaïs, effectivement, de faire une pause. Et dans l'entretien, il explique que s'il lui demande de faire une pause, c'est parce qu'il pense qu'avant de passer des passages un peu difficiles, eh bien, ça vaut le coup de récupérer pour pouvoir franchir cette difficulté. Voilà, donc engagement référentiel, c'est ce que je me suis attaché à pister. Et en reconstruisant pas à pas chaque unité d'expérience, en comparant l'engagement et le référentiel à différents moments, eh bien on arrive à un résultat qui est essentiel aujourd'hui, c'est le seul qu'on va décliner de différentes façons, qui est que les élèves ont tendance à remobiliser des connaissances identiques lorsqu'il y a une continuité dans l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement délimite les connaissances qui sont potentiellement mobilisables à un instant donné. Si l'engagement est similaire, il y a de grandes chances que l'élève puisse remobiliser des connaissances qu'il a construites dans une situation où il avait le même engagement. Et puis s'il y a une rupture dans l'engagement, souvent il y a une rupture aussi dans les connaissances mobilisées. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne une déclinaison négative de ce point de résultat, c'est-à-dire que l'engagement dans une pratique aménagée, si dans cette pratique, j'ai pas le même engagement que dans la pratique non aménagée, eh bien je peux avoir une rupture dans les actions qui sont reconnues comme efficaces. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'Anaïs, ici elle est dans une pratique aménagée en escalade où l'objectif c'est de grimper avec un sac lesté. Elle a 5 kilos je crois derrière elle, dans un sac qui est accroché à son pontet. Et l'objectif du prof c'est d'amplifier la fatigue et d'amplifier les déséquilibres pour que Anaïs trouve, et les autres élèves, des stratégies pour ne pas se déséquilibrer et pour s'économiser. Et quand on regarde les photos, on est en début de leçon, on voit Anaïs qui commence à trouver des stratégies du type mettre le bassin proche du mur, pousser sur l'extérieur du pied. Donc si on regarde la vignette 4 par exemple, c'est une posture qui est attendue, qui correspond aux visées de l'enseignant. Sauf que, à la fin de la leçon, l'enseignant propose aux élèves, dont Anaïs, de revenir sur la forme de pratique qui va servir un peu de fil rouge dans cette séquence, qui est d'enchaîner 2 fois une voix. Et là, on voit Anaïs sur la même voix. Et quand vous regardez la vignette 3 de chaque côté, on voit Anaïs qui, malgré le détour par une pratique aménagée, elle semble s'être transformée, revient à une motricité usuelle, comme si elle était encore une éternelle débutante. D'accord ? Donc en fait, elle a réussi dans la tâche, elle a réussi avec les consignes de l'enseignant, mais ça ne produit pas d'effet dans la pratique à laquelle elle est censée se préparer. Par contre, on a d'autres élèves qui sont un peu moins... alors je vais reprendre une expression qui plaisait pas forcément à Guilain ce matin, mais scolaire, parce que là, Anaïs, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a comme seule préoccupation de répondre aux consignes de l'enseignant. C'est-à-dire que chaque tâche est vécue à part, et donc sa préoccupation, c'est de répondre aux consignes, de respecter les consignes du prof. Donc ça marche, elle se transforme dans la tâche, mais à plus long terme, quand on essaye de voir les effets de ces tâches d'apprentissage, on se rend compte qu'elle réinvestit très peu ce qu'elle a appris. Et Alexandre, eh bien lui, c'est celui qui est plutôt capable de respecter, mais en poursuivant ses propres objectifs. C'est-à-dire que Alexandre, lui, il a en tête une chose dans cette séquence, c'est de sortir un maximum de voies nouvelles, d'aller sur des voies difficiles, d'aller défier Mathias, qui est la référence en escalade, en faisant les mêmes voies que lui. Et donc, à chaque fois que le prof propose une tâche, eh bien, il a quand même comme occupation principale de réussir une nouvelle voie qui va être valorisante. Et lui, par exemple, quand il vit la situation des sacs lestés,
eh bien, certes, il va respecter l'aménagement qui est suffisamment contraignant, mais c'est pour réussir la voie et non pas pour réussir à monter simplement le sac lesté. Et on va le retrouver dans d'autres situations où il cherche à sortir de nouvelles voies avec des conseils ou un débrief là avec Jean où il explique pourquoi il se met de côté parce qu'il y a une prise verticale et que ça va lui permettre de pousser sur l'extérieur du pied. D'accord ? Donc là, ça amène quand même à une vigilance sur un schéma qui nous fait pas mal fonctionner en EPS, qu'on a en tête, sur l'hypothèse d'une contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. On apprend dans un contexte, et puis après, par abstraction, on retient les règles qu'on a pu construire, et puis après, eh bien, on va pouvoir recontextualiser ça. Ça, c'est une hypothèse, mais qui se vérifie pas tellement dans l'expérience des élèves, donc il faut être prudent par rapport à ce schéma, ne pas traduire trop vite une hypothèse en preuve, parce que quand on regarde vraiment l'expérience, ça marche parfois, mais moyennant certaines conditions. Alors, la question qui se pose derrière, c'est, puisque les connaissances dépendent la remobilisation de connaissances dépend d'une certaine continuité de l'engagement, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on va observer une continuité d'engagement? Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir un engagement similaire de la part d'un élève tout au long d'une leçon ou tout au long d'une séquence? Et donc là, ce que montre un certain nombre d'études qu'on a menées dans le programme du cours d'action, je pense aux études de Marie-Cécile Crans sur la préparation d'un spectacle de danse, à l'étude d'Agathe Evin, notamment en art du cirque, ou celle que j'ai pu mener en escalade, eh bien, on observe que l'engagement d'un élève, eh bien, il évolue en rappelant étrangement la forme d'une histoire. C'est pour ça que je vais parler d'histoire après, parce que quand on piste l'engagement d'un élève, eh bien, on voit qu'à un moment donné, il y a l'ouverture d'un engagement, il y a une nouvelle occupation qui arrive, puis on a un développement, et puis à un moment donné, il y a une clôture qui peut être plus ou moins provisoire, ça peut se rouvrir à d'autres moments, mais on retrouve les grandes étapes de ce que c'est qu'une histoire, et pour aller même un peu plus loin, et là je fais un parallèle avec la psychologie culturelle de Brunner sur notamment un ouvrage sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Pourquoi nous racontons-nous des histoires. Brunner pense que les histoires, elles sont pas là que pour raconter ce qu'on a vécu, mais les histoires, elles offrent une structure, un gabarit qui structure notre pensée lorsqu'on est en train d'agir. On est toujours en train de structurer notre expérience sous forme d'histoire spontanément. Et quand on reprend les bons ingrédients d'une histoire selon Brunner, eh bien on voit qu'on peut retrouver exactement la même chose dans l'expérience d'un élève. Une histoire, elle commence toujours par une péripétie. Et là, si je prends l'exemple d'une histoire vécue par Alexandre qui est de réussir la voie orange avant la fin de la séquence, eh bien elle commence par une péripétie. C'est Marie-Aude qui dit à Alexandre, et tu vois cette voie orange, eh bien ça c'est pour les boss. Ça, quand on arrive à sortir cette voie orange, c'est qu'on est vraiment un grimpeur ici. Et donc Alexandre, il venait d'un autre établissement, il connaissait pas, et il a eu, voilà, ça a fait tilt, et là il s'est dit, voilà, mon intrigue, mais il ne le dit pas comme ça, hein, c'est moi qui le reconstruis, mon intrigue, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que j'y arrive à la sortir cette voie orange. Ça sera la marque d'une expertise. Donc il y a une péripétie, il y a une intrigue qui se met en route, on retrouve des efforts. Alexandre, à plusieurs moments, on se rend compte que en marge des tâches que propose l'enseignant, eh bien, il va essayer d'observer notamment Mathias pour voir comment il franchit le fameux toit de la voie orange. Il va essayer lui-même d'aller chercher des astuces, mais il y a des obstacles. Par exemple, un jour, Alexandre pense qu'il va pouvoir aller enfin sur la voie orange, et puis le prof dit « Bah non, aujourd'hui on travaille multiprise, multicouleur, donc il n'a pas le droit d'être que sur une couleur. » Et donc là, il va refaire des efforts, il va réviser, ou il va détourner les tâches. Il va dire bah, « Ok, je fais la tâche qui m'est demandée, mais je respecte la couleur parce que c'est ce que je recherche. » Et donc, ces efforts, ces obstacles, quand ils sont surmontés, ça arrive jusqu'à une issue, à un moment donné, là, sur celle-ci, eh bien, ça se termine par Alexandre qui réussit en leçon 5 seulement, hein, ça s'ouvre en leçon 1, ça se finit en leçon 5, qui réussit la voie orange, et puis même quand il redescend, il y en a un qui lui dit « Non, t'as triché, t'as pris une prise verte », et hop, qui repart et qui dit « Bon, j'essaye sans la prise verte », et puis il redescend, et puis on pourrait croire que ça va se terminer, et puis là il se dit « Non, faut que je la fasse une deuxième fois pour être sûr quand même que je la maîtrise », et voilà. Donc vous voyez comment, à travers cet exemple hein, de la voie orange, comment l'engagement évolue un peu à la façon d'une histoire dans l'expérience des élèves. Alors, si on relie un petit peu l'exemple de tout à l'heure, l'hypothèse c'est que s'il y a une discontinuité
entre les comportements moteurs d'Anaïs entre le début de leçon et la fin de leçon, ben c'est parce que c'est pas la même histoire pour elle. Elle a vécu deux histoires différentes, l'histoire du sac lesté et puis l'histoire des deux voix, mais ça c'est pas la même chose. Alors qu'Alexandre, lui c'est un peu la même histoire, c'est sortir une nouvelle voix ou réussir une nouvelle voix côté, en lien avec ses préoccupations, un typique qui est de trouver des défis valorisants. Ces histoires, on a essayé de les caractériser un petit peu pour voir ce qui faisait qu'une histoire pouvait être ou non porteuse pour les apprentissages. Donc on peut identifier différentes catégories d'histoires, quelles que soient les études qui ont été mentionnées. Il y a des histoires dont l'intrigue est liée à un élément de la tâche. Par exemple, réussir, du point de vue d'Anaïs, réussir à grimper jusqu'en haut de la voie avec un sac lesté. Par exemple, aller le plus haut possible en n'utilisant que cette prise de main. Donc là, on est sur un défi que se fixe l'élève en lien avec un élément de la tâche. Il y a d'autres histoires qui, elles, sont liées à des éléments fortuits, des éléments qui sont difficilement prévisibles par l'enseignant, qui sont liés à la spécificité de l'activité. Je pense là en particulier sur l'escalade, toutes ces histoires qui sont liées à des voies particulières, soit parce que je me sens bien sur cette voie, soit parce qu'elle est valorisante. Et puis il y a d'autres histoires qui sont plutôt des histoires collectives, des histoires liées à d'autres élèves ou liées à l'enseignant, et qui elles aussi, on le verra, peuvent s'étaler dans le temps. Là je pense par exemple à l'histoire des défis répétés avec Mathias, où Alexandre, c'était lancé dans un jeu de défis. À chaque fois que Mathias sortait une nouvelle voie, il fallait qu'il tente cette voie pour être dans le groupe des bons grimpeurs comme Mathias. Donc trois intrigues, trois types d'intrigues qui caractérisent ces histoires. En termes de temporalité, et c'est ce qui va le plus nous intéresser, on voit aussi qu'il y a des histoires très courtes qui sont de l'ordre de la tâche, donc qui s'ouvrent avec le début de la tâche et qui s'arrêtent avec la fin de la tâche. Et ces histoires, ce qui est appris dans ces histoires, on voit bien que ça reste encapsulé dans un temps très court et ça va peu déborder vers d'autres tâches. Il y a d'autres histoires qui se déroulent à l'échelle de la leçon. Donc ça peut être une histoire liée à un coaching auprès d'un élève. Quelles que soient les tâches proposées par l'enseignant, l'élève aura toujours tendance à aider l'élève auprès de qui il se sent coach. Par exemple, Alexandre, dans une leçon, qui avait à cœur d'aider Anaïs à réussir à atteindre enfin le haut de la voie, parce qu'avant, elle était un peu prise de panique. Et puis, il y a des histoires qui, elles, se déroulent sur des temps beaucoup plus longs, qui traversent plusieurs leçons. Vous avez eu l'exemple de la voie orange, qui traverse de la leçon 1 à la leçon 5, ou des histoires vraiment de coaching ou de relations avec d'autres élèves, qui, elles, peuvent s'étaler quasiment sur toute la séquence. Alors ces histoires, elles se juxtaposent pas, elles s'entremêlent. Donc quand on essaye de les identifier dans l'expérience des élèves, c'est un peu comme un brin de corde. Je reprends une métaphore qui est utilisée par Jacques Theroux. Ça s'entremêle, il y a des histoires qui s'ouvrent, qui se referment temporairement, qui se rouvrent, etc. Et donc c'est pas forcément une succession d'histoires, il y a plusieurs histoires qui peuvent cohabiter en même temps. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, c'est de voir si les intrigues et la temporalité de ces histoires, elles coïncident avec les objectifs de l'enseignant. Et donc, assez classiquement, dans la séquence que j'avais étudiée, on a un enseignant qui recherche plutôt de la continuité entre les leçons ou entre les tâches. Et cette continuité, parfois, elle se traduit effectivement par une continuité d'expérience, et d'autres fois, elle se traduit par des leçons qui sont plus une succession d'histoires. Je vous donne un exemple. On reprend là cette fois-ci Alexandre. Et Alexandre, il est dans la leçon 2 avec deux tâches. La première, c'était apprendre à assurer sa propre descente pour que les élèves comprennent quelque chose qui n'est pas toujours évident pour eux. C'est pourquoi je dois toujours alterner les deux mains sous le descendeur en ayant toujours une main sur le brin de vie, en fait. Parce que ils ont tendance sinon à garder une main sur le brin grimpeur et une main sur le brin sortant et à laisser frotter la corde. D'accord ? Donc là, le prof s'était dit, on va leur proposer de le faire d'abord sur eux-mêmes. C'est un rappel qui est aménagé. Et puis une fois qu'ils auront compris sur eux-mêmes, ils vont mieux comprendre pourquoi il faut le faire sur les autres. Et on regarde Alexandre qui effectivement le fait sur lui-même. Là, on est en début de leçon. Il réalise très bien et il explique d'ailleurs en entretien qu'il
il trouve ça évident puisque ça lui permet de se sentir soutenu. Et puis après, on a encore Alexandre qui est ici et qui est en train d'assurer la descente de Quentin et qui a la main sur le brin du grimpeur et l'autre main sur le brin de vie, qui laisse frotter. Et quand on l'entretient, eh bien, il trouve ça aussi logique. C'est-à-dire que pour lui, c'est la meilleure façon de contrôler la vitesse. Donc dans un cas, il recherche plutôt à se sentir soutenu. Et dans l'autre cas, il cherche à contrôler la vitesse pour pas mettre en danger Quentin. Donc de son point de vue, c'est logique. C'est pas une erreur. Avec ses intérêts, là on peut faire voilà une passerelle avec des erreurs qu'on a pu voir sur la première conférence. Voilà, ce qui peut être interprété comme une erreur du point de vue du prof est logique quand on comprend l'expérience des élèves. Par contre, on peut observer des cas où ça fonctionne. Je prends un exemple, on est en 8e leçon, les élèves ont été évalués en 7e leçon, donc on est en seconde, hein, et puis le prof avait dit plutôt que de finir par une évaluation, un peu classiquement, ben on va finir par une initiation à la grimpe en tête. Et donc, au cours de cette leçon, il était proposé, avant que les réglementations soient un petit peu plus dures sur l'apprentissage de la grimpe en tête, il était proposé 3 étapes assez classiques. La fausse tête, donc je grimpe en moulinette et je passe une deuxième corde dans les dégaines, ce qui me permet après de m'engager dans une mouli-tête ou une tête aménagée, où je peux reproduire les mêmes gestuels, mais cette fois-ci j'ai un assureur au bout de la deuxième corde. Et puis pour ceux qui avaient réussi, eh bien ils grimpaient, ils avaient le droit de grimper en tête. Et là, quand on regarde la motricité de Quentin sur ces 3 étapes, ça fonctionne. Ce qu'il apprend dans une première tâche est remobilisé dans la deuxième et remobilisé dans la troisième, ce qui n'était pas le cas chez tous les élèves. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il a pu dire en entretien ou en situation, j'avais vu que c'était marqué pour les balèzes. Donc en fait, si je fais un tout petit saut en arrière, quand on regarde le tableau du prof ce jour-là, il avait marqué les 3 étapes et puis là il avait mis entre parenthèses mais quelque chose d'anecdotique pour les balèzes. Et là Quentin il s'est dit pour les balèzes, moi je vais leur montrer que je suis un balèze. Et donc il avait une préoccupation, c'était de réussir à relever ce défi. Et puis on voit que très vite, quand il finit sa deuxième tâche, par exemple, moi je fais la tête aménagée, donc là je fais la même, tranquille. C'est quoi déjà le dernier? C'est quand tu es tout seul? Et il explique en entretien, j'avais déjà en tête le dernier exercice. Et puis à la fin, il n'a pas le temps. Le cours arrive, c'est presque la fin, et là il s'énerve un peu. Oh, il faut que je passe moi, allez je fais le truc pour les balèzes, allez passe-moi le truc là. Eh mon pote, si je réussis, tu m'appelles monsieur. Donc là on voit que quand même, c'était prégnant, c'est ce qui l'a orienté tout au long de la leçon, en fil rouge à lui. D'accord? Là où le prof, il a plutôt honnêtement pensé la leçon en termes d'enchaînement logique, hein, comme on le fait, de prérequis qu'on va pouvoir remobiliser. Mais le petit détail pour les balèzes, il a fait son effet en termes d'expérience. Je pense que quelque chose qui a fait son effet aussi, c'est que l'enseignant, ce jour-là, a démontré à l'envers la leçon. Parce que souvent, on rentre dans la leçon, mais il y a une espèce de mystère sur ce qu'on va faire. On ne veut pas dire aux élèves ce qui les attend, et donc les élèves découvrent au fur et à mesure les tâches qui les attendent. Et ça peut conduire à de vraies aberrations, par exemple quand on est à l'échauffement, et puis on demande aux élèves de s'échauffer, mais ils ne savent pas encore pourquoi ils s'échauffent. Et donc on voudrait qu'ils créent du lien, mais on ne leur livre pas le menu du jour. Et donc là, l'enseignant avait montré l'aboutissement. Il avait commencé par démontrer une grimpe en tête, puis après une grimpe en mouli-tête, puis après une grimpe en fausse tête pour que les élèves comprennent l'ordre logique des choses. Voilà. Dernier point sur ce qu'on peut observer entre les planifications de l'enseignant et les histoires réellement vécues par les élèves. Là, je fais référence à l'étude menée par Marie-Cécile Crans sur la préparation d'un spectacle et qui montre que là aussi, on observe en fait tout au long de l'année une bascule entre un début d'année où il y avait des histoires très courtes, limitées à des ateliers danse, les élèves venaient faire des ateliers danse, et puis à un moment donné, il y a une bascule où les élèves ont un horizon d'attente un petit peu plus lointain qui est de préparer le spectacle. Et cette bascule, elle est liée au fait qu'il y a la chorégraphe qui arrive ce jour-là, et les élèves se mettent en tête quand même qu'ils vont devoir produire quelque chose en fin d'année. Et à partir de ce moment-là, on passe de leçons vécues comme une juxtaposition d'histoires très courtes à une leçon qui est vécue avec comme un épisode d'une histoire qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année
jusqu'à la préparation du spectacle. Et même ça allait plus loin, quelque chose qui était très intéressant dans ce résultat, c'est que une fois que l'histoire de la préparation du spectacle était ouverte, eh bien les élèves arrivaient même à réinterpréter des événements passés, à réintroduire dans l'histoire de la préparation des spectacles des choses qu'ils avaient vécues et qui n'avaient pas de lien au départ. Donc ils peuvent aussi rapatrier des expériences déconnectées au départ, une fois que l'histoire s'est ouverte. Tous ces exemples, je pense, doivent t'amener à être prudent vis-à-vis d'allant de soi. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez que, a priori, quand on regarde la préparation, je ne sais pas, de la leçon, apprendre à assurer la descente sur soi-même et puis après sur un autre, ouais, ça répond à des schémas assez logiques. On a une petite boucle qui doit nous amener sur une grande boucle où je vais retrouver ma position d'assureur. Les élèves apprennent d'un côté pour remobiliser après. Et donc, il faut être prudent. Ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, il faut être aussi prudent par rapport à l'hypothèse qu'on apprendrait par intégration. La pédagogie de l'intégration, c'est l'idée que on apprend des éléments de connaissance indépendants au départ, et puis à un moment donné, le prof va proposer une situation complexe où l'élève va pouvoir rendre interdépendant ce qui était isolé au départ. Et donc ça marche pas à tous les coups. Vous voyez ici que la connaissance et la compétence, d'accord, les jugements d'efficacité et la disposition à reproduire des actions qu'on juge efficaces, qu'on nomme compétences, eh bien, ça se co-construit. Et ça se co-construit dans des histoires et qu'on peut difficilement isoler ces deux moments. On peut difficilement isoler le moment où on apprend et le moment où on devient compétent. D'où l'idée de proposer, c'était une des mises en œuvre qu'on proposait avec Carole Sève, de proposer des compétences non pas en termes de réussite dans une situation à la fin d'une séquence, mais plutôt comme des cours de vie, ou pour reprendre une expression qui fait culture commune ici, des tranches de vie qui démarrent au début de la séquence et qui emmènent les élèves jusqu'à la fin de la séquence. Alors j'arrive sur un dernier point où je vais essayer de vous proposer, et il ne faut pas que ce soit prescriptif, sinon j'irai vraiment à l'inverse de ce que je vous ai dit avant, mais en même temps, en tant que prof, j'ai du mal à pas formaliser et à pas proposer quand même des principes pour aider à la construction. Donc je vais essayer partant du principe que les élèves apprennent par histoire, d'esquisser quelques mises en œuvre, quelques pistes, pour faire en sorte que ces histoires elles soient porteuses en termes d'apprentissage et qu'elles garantissent une certaine pérennité dans les acquisitions. Alors, ces principes, j'en ai identifié 4, et vous verrez qu'ils rappellent étrangement les ingrédients de ce qui fait une bonne histoire. Le premier, c'est de pouvoir déclencher des intrigues. Le second, amplifier des événements. Le troisième, accompagner des rebondissements dans des directions qui ne sont pas toujours anticipées, prévues par l'enseignant. Et puis aussi, parce que le but, c'est pas que de connecter des expériences, c'est aussi parfois en déconnecter. Il faut parfois savoir aider les élèves à clôturer une histoire pour en ouvrir d'autres. Et vous verrez que dans les propositions que je vais faire, il y a plein de liens possibles avec ce que vous avez aussi pu proposer. D'accord ? C'est une autre façon de donner du sens à des mises en œuvre qui semblent fonctionner en EPS. Alors la première piste, c'est de déclencher des intrigues. Déclencher des intrigues, et peut-être une contre-recommandation avant d'aller sur des recommandations, c'est d'éviter, vous l'avez vu, d'éviter que les élèves s'engagent dans des intrigues spécifiques à des tâches. Faire en sorte que les élèves ne vivent pas l'auto-assurage comme une histoire à part entière, mais que ça s'inscrive dans une histoire un petit peu plus longue. Donc attention à ne pas encourager ce genre d'histoire. Et donc pour y arriver, trois pistes. Une première qui consiste à voir aux élèves ce qu'ils auront à produire à plus ou moins long terme. C'est-à-dire être suffisamment explicite sur ce qui les attend et ne pas attendre d'arriver à la fin de la leçon, de la séquence, pour leur dire voilà à quoi maintenant vous allez vous préparer, parce que sinon on n'aura pas réussi à ouvrir cet horizon d'attente là qui aide les élèves à connecter leurs expériences. Une autre piste, et là qui rejoint, je pense, beaucoup de vos réflexions, beaucoup de mises en œuvre qui ont été impulsées par Philippe Gagnère et François Lavie autour de la pédagogie de la mobilisation, qui est de déjà donner à vivre l'expérience qu'on attend qu'ils vivent, qu'ils devront vivre à la fin. Ne pas attendre la fin de la
séquence pour qu'ils puissent goûter à ce que c'est que de vivre une émotion de kayakiste, une émotion de handballeur, une émotion de relayeur, mais qu'ils puissent déjà, dans des conditions aménagées, pouvoir le vivre. C'est ce que j'ai essayé de vous proposer à travers l'exemple de l'esquimotage. Si on travaille bien les aménagements, les élèves peuvent vivre la satisfaction, un premier plaisir de réussir une action. Et puis après, tout l'enjeu, et là je rejoins la pédagogie de la mobilisation, c'est de les amener à espérer un plaisir ou rechercher un plaisir un peu plus travaillé, un peu plus complexe, à se passer des bidons, à se fixer des objectifs encore un peu plus ambitieux. Un autre exemple qu'on pourrait reprendre dans cette piste 2, c'est tout ce qui concerne, je vous ai montré une séquence de gym typique tout à l'heure où on apprend des éléments isolés et on fait le pari que les élèves vont les remobiliser. Eh bien, on pourrait envisager autrement. On pourrait dire la première leçon, voilà votre enchaînement. Voilà votre enchaînement, il est abordable pour tous. Vous allez commencer par réaliser cet enchaînement, vous allez le présenter. Et notre objectif, tout au long de la séquence, c'est de le transformer au point qu'on ne le reconnaisse plus. À chaque leçon, on va aller sur des thèmes, des objectifs d'apprentissage, mais on aura ce fil rouge qui sera déjà en route. Ils sauront que le but, c'est de transformer cet enchaînement. Et je pense que ça se transpose à d'autres activités. Classiquement, sur des présentations, je pense à des leçons d'agrégation. Quand on est sur la danse, on va avoir la leçon énergie, on va avoir la leçon espace, on va avoir la leçon temps. Et puis après, quand on demande aux candidats, mais à quoi ça leur sert? Pourquoi ils jouent sur l'énergie, le temps? Ça sera pour la chorégraphie après. Mais peut-être qu'on peut proposer la choré au départ, pour que les élèves donnent du sens aux paramètres qu'ils vont manipuler après. D'accord ? Autre piste, c'est de présenter, d'organiser la séquence. Et là, je reprends un exemple qui est devenu assez classique, l'exemple de la grande évasion en natation. C'est de présenter la séquence comme une histoire collective dans laquelle chacun des élèves vont avoir un rôle à jouer. Donc là, dans cette mise en œuvre proposée par Potvin, Pelayo, Maillard, l'idée c'est d'apprendre à nager, mais pas simplement par des éléments isolés, mais dans le but d'organiser l'évasion d'un groupe de prisonniers. Donc quand j'apprends le crawl, c'est pour échapper vite aux gardiens. Quand j'apprends le plongeon canard, c'est pour aller rentrer dans une cellule. Quand j'apprends le surplace, c'est pour récupérer, ou la brasse, c'est pour ne pas me faire voir par les gardes. D'accord ? Donc en fait, chaque élément qui est appris s'inscrit dans une histoire que les élèves construisent au fur et à mesure de la séquence. Il faudrait, par contre, faut pas mal interpréter ce que je dis. Le but, c'est pas d'engager dans les histoires quelles qu'elles soient. Il y a des histoires qui valent la peine d'être vécues et d'autres qui ne valent pas la peine d'être vécues. Je crois que c'est une réflexion qui est assez constante dans cette association. Il y a des expériences culturelles à vivre et donc il faudrait faire en sorte de puiser vraiment dans la richesse culturelle des APSA des expériences de compétition, de performance, d'épreuves qui effectivement sont celles qui méritent d'être vécues. Ce sont celles-ci qui vont guider les histoires. Le but, c'est pas de raconter des histoires aux élèves qui soient en contresens avec l'intérêt culturel des activités. Les activités, elles sont intéressantes quand justement on profite de ces expériences à vivre pour en faire un fil rouge. Et peut-être que là, il y a quelque chose il y a encore un pas à faire sur ces formes de pratiques scolaires ou ces tranches de vie qui sont souvent vues comme des petits morceaux d'expérience, mais pas forcément dans un empan temporel long. C'est-à-dire qu'on retient des situations qui sont dignes d'engager une expérience significative pour les élèves, mais ces situations, elles mériteraient de s'inscrire dans un temps long, dans la préparation d'un spectacle, dans une saison. Donc tout ce qui fait qu'une expérience est culturelle en dehors de l'EPS. Donc c'est pas que la tâche, c'est pas que la forme de pratique scolaire, c'est ce cours de vie dans sa temporalité qui me semble important. Autre principe, l'idée pour que les élèves se transforment, il ne suffit pas de les engager dans des histoires, dans des intrigues. À un moment donné, il faut les perturber. Et pour les perturber, eh bien, on utilise des outils amplificateurs, c'est-à-dire qu'on va chercher à amplifier des événements auxquels les élèves ne sont pas assez sensibles quand la pratique n'est pas aménagée. Et parce qu'ils ne sont pas assez sensibles, eh ben, ils ne vont pas se transformer. Si l'élève n'est pas sensible à la fatigue,
eh ben, il va pas voir l'intérêt d'avoir des segments tendus quand il est en position de porteur, ou il va pas voir l'intérêt de pousser plus sur les jambes et tirer moins sur les bras. Donc l'idée, c'est d'amplifier certains événements pour donner du sens au contenu qu'on va leur apporter. Mais attention, il ne faut pas que ces amplificateurs détournent l'engagement de l'élève. Et là, il faut vraiment qu'on soit prudent parce que on a tout un panel de mise en œuvre super intéressant en EPS. On est capable d'ajouter des nouveaux critères, de mettre du temps dans des sports co. On est capable d'euphémiser des erreurs, de dire bah, si tu loupes, tu as le droit à ta deuxième chance. On est capable de mettre des scores parlants. Mais attention à ce que ces scores parlants ne valorisent pas que la manière, mais ce que la manière nous permet d'obtenir. D'accord ? On ralentit des actions, on augmente les surfaces de jeu, on rajoute des handicaps pour qu'il y ait du challenge, etc. Bref, on a tout un tas de leviers sous le coude, mais je crois qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que quand je propose cet aménagement, je ne détourne pas, un peu à la façon apprentissage de la descente tout à l'heure, je ne détourne pas l'engagement de l'élève. Il faut faire attention à ça, et je pense en particulier aux scores parlants. Il ne faut pas que les scores parlants, et je crois qu'une belle mise en œuvre, c'était ce qu'on proposait, que je retrouve en musculation. J'ai que le nom de David, je suis désolé, j'ai peut-être noté ici. Aurélien, voilà. Aurélien et David, avec l'indice de fatigabilité et un score parlant. Là, je pense qu'effectivement, on est bien dedans. On est sur un score qui fait parler des résultats auxquels ne sont pas assez sensibles les élèves. Mais il faudrait faire attention à tout ce qui est score parlant, qui valorise que la manière et qui détourne l'engagement. Parce que quand ce score sera plus là, eh bien, il n'y aura plus de raison de reproduire de telles actions. Donc, des mises en œuvre possibles. Première chose, ça peut être d'amplifier les causes. J'en ai parlé tout à l'heure. Un élève n'est pas assez sensible à la fatigue, eh bien, on va amplifier la fatigue pour l'obliger à s'économiser. Deuxième mise en œuvre, c'est d'amplifier les conséquences. Et là, je pense que l'exemple que j'ai mis, il est moins intéressant que l'indice de fatigabilité, mais c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'un élève, par exemple, qui serait pas assez sensible au déséquilibre qu'il crée, aux compensations, aux postures compensatrices qu'il adopte en musculation, eh bien, on pourrait amplifier ces déséquilibres. Là, je lui ai mis un gobelet sur la tête. J'aime assez ce genre de situation avec les élèves où, dans les différents ateliers, ils ont le droit de placer un gobelet sur une partie du corps qui est censée ne pas bouger. Si on est sur du tirage poulie haute, eh bien, je mets le gobelet sur les genoux pour vérifier qu'il n'y a pas de compensation. Parce que l'élève n'est pas forcément sensible à ces déséquilibres. Donc, l'idée, c'est qu'il y soit plus sensible, mais sans détourner son engagement premier. Et puis, une autre piste, c'est que tous ces aménagements, ils se fassent dans un contexte relativement stable, relativement familier. Et là, tout ce qui consiste à faire durer des équipes, à introduire des binômes relativement fixes. Je pense que c'était une proposition d'Émeric Soulier sur la stabilisation de clubs dans cette biennale. Eh bien, ça va aider l'élève à certes aller dans des tâches qui sont aménagées, mais en poursuivant l'objectif d'être en équipe, d'avoir un objectif d'équipe, parce que cette stabilité, elle est de nature à encourager des histoires collectives qui, on l'a vu, arrivent à traverser plusieurs leçons. Troisième principe, 5 minutes, ça devrait pouvoir se faire, je vais essayer. L'idée est d'accompagner des rebondissements qui ne sont pas forcément prévus par l'enseignant. Alors l'idée, c'est surtout pas d'inviter les élèves à braconner les tâches, d'accord ? C'est pas non plus à l'inverse d'imposer des tâches, de faire fortement autorité pour que les élèves fassent ce qu'on a prévu, parce qu'on l'a vu, si les élèves n'ont comme seule occupation de respecter les consignes du prof, si les élèves, alors je ne sais pas si je peux emprunter la stratégie du sourcil à ce moment-là, François Lavie, mais si les élèves sont trop dans déceler les attentes du prof et répondent simplement aux attentes du prof, eh bien, ces élèves ne vont pas s'engager sur des histoires qui durent. Alors, quelques pistes de mise en œuvre. La première possibilité, mais il y en a là aussi plein dans la littérature professionnelle, ça consiste à laisser des marges de liberté pour que les élèves puissent se lancer des défis stimulants. Si la difficulté elle est réglée par avance, si en demi-fond l'objectif de l'élève c'est juste d'atteindre son plot et donc c'est plus une course à son plot
qu'une course pour relever des défis stimulants, eh bien les élèves vont les détourner ces tâches. Ils vont se lancer de la compète là où on devrait coopérer, ou coopérer quand il faut être en compète. Donc autant prévoir des situations. Alors là, je vous ai mis un exemple de relais collectif en demi-fond, où les élèves ont le droit de ramener des points qui sont croissants en fonction de la vitesse à laquelle ils courent. Donc un tour, c'est 36 secondes. S'ils font un tour à 12 km/h, c'est 12 points pour l'équipe. Si c'est 14 km/h, c'est 14 points pour l'équipe. Il y a une règle, c'est que sur une équipe de 3, il y en a qu'un qui est en zone d'oxygène. Et donc l'objectif, c'est de ramener des points. Et donc là, les élèves, ils vont pouvoir s'engager dans des défis qui ont du sens pour eux. Une autre piste consiste à enquêter. Alors enquêter par des moyens qu'on a pu aborder, soit en tendant simplement l'oreille ou en empruntant à certaines techniques d'explicitation ou d'autoconfrontation. Enquêter sur ce qui préoccupe les élèves. Donc plutôt que de laisser les élèves s'engager dans des histoires dont on n'aura jamais connaissance, eh bien autant essayer d'enquêter sur la nature, sur le type d'histoire que les élèves peuvent vivre. C'est quelque chose qui était proposé dans les questionnaires hédonistes, je pense, et qui, à mon avis, est peu exploité encore. Quand on est dans la CP5, ça semble logique d'enquêter sur les mobiles des élèves pour après que chacun puisse s'engager dans un thème d'entraînement qui répond à son mobile. Mais dans les autres activités, c'est encore peu courant. La forme de pratique, elle reste la même pour tous. Et moi, je pense que la proposition de forme de pratique hybride, eh bien, ça peut être une piste aussi à creuser. C'est-à-dire une forme de pratique où c'est pas que le mode d'entrée qui répond aux préoccupations des élèves, mais c'est aussi le mode de sortie. C'est-à-dire, c'est tout l'objectif de la séquence qui peut contenir une part d'options pour que les élèves s'y retrouvent en fonction de leur mode d'engagement. L'idée qui est derrière, c'est que si un élève s'engage en EPS avec des préoccupations qui sont proches de celles qu'il peut avoir en dehors de l'école, eh ben, ça va être plus facile de tisser des liens entre les histoires vécues en EPS et les histoires qui peuvent être vécues en dehors de l'école. Donc si on veut que l'école serve à autre chose qu'à l'école, je pense que ça peut être intéressant de s'engager dans ce type de voie. Et puis là, je vous ai mis un exemple, c'était en escalade, on avait tendu un petit peu l'oreille, on s'était rendu compte qu'il y avait des élèves qui voulaient se tirer la bourre sur de la vitesse, d'autres qui voulaient se lancer des défis sur la difficulté, d'autres qui étaient très sensibles à l'esthétique des actions. Eh bien pourquoi pas proposer, c'est ce qu'on avait fait, une évaluation avec une partie commune, très centrée sur l'expérience à vivre qui nous semble fondamentale, mais pourquoi pas aussi des options, une partie optionnelle où les élèves ont le droit de dire moi ma deuxième voie c'est à visée esthétique, à visée utilitaire, à visée vitesse, à visée découverte du mur, etc. Je pense qu'il y a sûrement à creuser de ce point de vue-là. Et puis le dernier point, le dernier principe, c'est de savoir aussi clôturer des histoires, parce que le rôle de l'enseignant, et là j'emprunte l'expression à Jacques Saury, n'est pas qu'un connecteur d'expérience, c'est aussi un déconnecteur d'expérience. C'est-à-dire que parfois les élèves vivent des tâches comme appartenant à une même histoire, et ça peut être source d'erreur. Ça peut être source d'erreur parce qu'ils pensent qu'il y a du familier là où il ne devrait pas avoir du familier. Ils veulent faire de la danse comme ils faisaient du mime. Ils veulent faire du volley comme ils font du badminton. Ils veulent grimper en tête comme ils grimpaient en moulinette. Et donc si l'enseignant il n'est pas vigilant sur ces transitions-là, si on n'arrive pas à montrer à l'élève que c'est pas la même chose, c'est pas du mime qui est attendu d'eux, si on referme pas des histoires qui ont été vécues par le passé, et ça on le voit, moi quand je prends mes élèves en acrosport par exemple, ils sont tellement marqués par la construction des pyramides que je galère à changer cet engagement. Moi je veux qu'ils aillent sur des figures dynamiques avec des renversements où on n'est pas tous en train de monter les uns sur les autres, mais ils sont tellement encore dans une histoire qui les a marqués qu'ils ont du mal à en sortir. Donc le rôle de l'enseignant c'est aussi de déconnecter ces expériences, et pour y arriver, c'est d'être suffisamment explicite sur le nouveau contexte, la nouvelle pratique, bien pointer ces différences, et donc pour y arriver, c'est revenir au premier principe, qui était d'ouvrir de nouvelles histoires, de montrer dès le début ce qui les attend, et de ne pas laisser dans l'implicite la pratique à laquelle ils se préparent. Voilà, donc pour conclure, et je suis presque dans le temps, je pense. Vous voyez qu'il y a un lien très proche entre les principes que je vous ai donnés et les ingrédients qui font une bonne histoire que j'ai empruntée à Jérôme Brunner. Mais par contre, il faudrait être vigilant sur un point, en fait. Je ne voudrais pas que vous reteniez de cette intervention qu'il faut raconter des histoires aux élèves et que
il faut avoir des histoires préformatées et qu'il faut organiser toute la séquence comme une histoire. Parce que ce qui fait la différence entre une histoire qui est écrite et puis l'histoire que vivent les élèves, c'est que l'histoire, elle est ouverte des deux bouts. Elle est toujours ouverte par le passé. Vous avez vu qu'en danse, eh bien, je rapatrie des événements nouveaux que j'ai vécus par le passé. Et puis, par le futur, elle est aussi ouverte. Elle est pleine de rebondissements. Et là, je crois que c'est un vrai enjeu. Voilà, une vraie difficulté dans notre métier, qui est d'accompagner des élèves sur des histoires, mais qui finalement, eh ben, n'apparaissent que pas à pas. Hein, les traces laissées par les histoires, elles n'apparaissent que lorsque les élèves laissent leur pas sur cet itinéraire. Je vous remercie pour votre attention.